Centrafrique. Je vous le disais, la France va donc envoyer 1000 soldats supplémentaires. Il y a déjà 400 soldats sur place. Avant de reprendre ce débat, je vous propose ensuite de voir ce reportage qui a été tourné à Bossangoa où des milliers de personnes ont trouvé refuge. Elles fuient les violences. C'est un reportage de nos confrères de l'AITV, Bernard Aparis et Jean-Pierre Magnodet. Une petite parcelle au cœur du centre de déplacés de l'évêché de Bossangoa. Un petit coin de paix et de sécurité que la famille Imatia a trouvé après 50 km de marche et plusieurs semaines cachées dans la brousse suite à l'attaque du village. On a quitté là-bas beaucoup malades aussi. Et puis par rapport à la situation de Seleka aussi, chez les gens encore dans la bourse, beaucoup. C'est pour cela qu'on quitte là-bas pour venir ici. Chaque jour, il y a de nouveaux arrivants. Le camp ne cesse de s'agrandir, de s'organiser. Ici, on creuse des latrines, là se tient le marché. 36 000 déplacés venus de la ville et des alentours se sont rassemblés autour de l'église et les artisans ont même pignon sur rue. On est obligé de sortir, installer quelque chose pour avoir quelque chose à manger. Nous voulons seulement la paix, que nous rentrons à la maison, c'est bon. Donc faire les petits commerces là aussi pour améliorer notre situation. L'approvisionnement est risqué. Tout vient de l'extérieur et chaque sortie est dangereuse, comme en témoignent Valérie et ses filles. Ce matin, nous sommes partis au champ pour chercher du manioc. Au retour, les Seleka nous ont arrêtés avec une arme. On a déposé toute la marchandise et on a fui. La mainmise des rebelles de l'ex-Seleka sur le pays ne se dessert pas. L'insécurité dans la ville et les alentours empêchent tout retour à la normale. Malgré toutes les menaces, il y en a qui essayent toujours de sortir. Et à chaque fois, ils reviennent en courant, soit on les amène directement à l'hôpital ou au cimetière. C'est ça, c'est des scènes que nous vivons comme ça tous les jours. Donc ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est qu'on nous enlève les Seleka de la ville de Bossangoa. Les gens veulent vivre librement. Seul signe encourageant, le retour de quelques gendarmes et policiers dans les rues et une mission intergouvernementale chargée d'apaiser les tensions. Vincent Hugeuse, vous me disiez, vous qui avez sillonné la Centrafrique le mois dernier, il y a des localités où il n'y a pas d'ONG, où il n'y a personne et vous avez trouvé des gens complètement désœuvrés. Hein. Au nord de Bossangoa, nous sommes aventurés avec le concours d'un jeune confrère de la radio locale dans des villages dont certains étaient absolument calcinés. Il n'y avait plus un toit de hutte ou de case qui n'avait pas été anéanti par les flammes, désert. Et pour pouvoir rencontrer les villageois, il fallait attendre qu'un guetteur vous repère. Il vous emmenait ensuite dans la brousse à 15, 20, 30 minutes de marche. Et là, vous retrouviez une sorte de campement improvisé de gens qui étaient terrifiés à l'idée de revenir dans leur village et d'essuyer un nouveau raid. Et il nous est arrivé effectivement de rapatrier jusqu'à Bossangoa des blessés par balles qui étaient tout simplement en train de mourir, recroquevillés dans leur case. Alors, les autorités françaises ont dit que cette nouvelle opération n'aurait rien à voir avec celle du Mali. On écoute Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense. C'était ce matin donc, chez nos confrères d'Europe 1. Une opération qui n'a rien à voir avec le Mali. Au Mali, il y avait une attaque de groupes djihadistes, terroristes, pour transformer le Mali en un État terroriste. Là, c'est l'effondrement d'un État, mais c'est aussi une tendance à l'affrontement confessionnel qui se prépare. Mais pourquoi y allez-nous ? Amiral Alain Coldefy, on peut d'ores et déjà dire que ce ne sera pas une intervention comme le Mali. On peut en être certain, aussi certain que l'est Jean-Yves Le Drian. Oui, je pense que le ministre ne s'avance pas beaucoup en disant cela, car à chaque situation, le contexte est différent. Au Mali, on avait, dans la dimension militaire, à affronter une force armée, la force des djihadistes. En Libye, il y avait à affronter des camps, dont le camp de Kadhafi, etc., etc. Là, comme il l'a dit, on est dans une situation où les armées doivent en permanence coller aux objectifs politiques qui leur seront fixés. Actuellement, on est dans le temps politique, hein, c'est-à-dire que les armées préparent, comme on dit, un éventail de possibilités pour qu'au moment donné, on utilise tel ou tel moyen. Je vais vous donner un exemple. Depuis le 21 novembre, dans le golfe de Guinée, le bateau qui assure la surveillance, qui protège un peu, etc., nos plateformes, on l'a remplacé et on a mis un bâtiment de projection et de commandement. C'est un énorme bateau, le Dixmude, qui est capable d'avoir un état-major à bord, etc. On n'en a pas beaucoup, donc il a fallu calculer le temps adéquat pour le mettre en place, bien sûr en accord avec le président de la République qui en décide. Et donc on met en permanence ces outils de façon à pouvoir réagir, et c'est pour ça que
à Paris, l'état-major des armées, et fait la traduction entre les objectifs politiques, et bien souvent les objectifs politiques sont difficiles. On se plaint quand on est militaire qu'on n'ait pas d'objectifs politiques, mais ils sont très difficiles à déterminer, et la traduction militaire qu'on va donner sur le terrain. Cette fonction de transformation qui se passe à Paris et qui se passe quotidiennement, qui demande beaucoup d'anticipation, qui demande de ne pas se tromper. Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle guerre? Pardonnez-moi, parce que là, ce n'est pas une guerre. Non, non, non. On ne rentre pas donc dans le cadre d'une guerre, à la différence justement du Mali. Donc là, on parle d'une intervention. C'est une intervention. Mais nos soldats vont quand même être confrontés au danger. Il y a quand bien même... sûr. Non, je vous vois hésiter, Vincent Lejeune. Le danger ne sera pas de même nature ni de même intensité. C'est-à-dire qu'au Nord Mali, vous aviez donc des commandos djihadistes avec des kamikazes, avec des opérations, avec des armements semi-lourds. Là, vous avez des bandes de bandits dont la plupart vont détaler dès lors qu'il y aura un élément constitué des forces d'intervention. Donc ça va être très facile si je vous entends. C'est un problème aussi, parce qu'à partir du moment où les forces dites ennemies se dispersent, on ne peut plus avoir d'objectif militaire justement évident. Et donc l'opération militaire est d'autant plus difficile à mener. Par ailleurs, on ne sait pas en fait qui fait quoi en Centrafrique aujourd'hui. Comme le disait monsieur, il y a des éléments de Boko Haram qui semblent s'infiltrer là-bas. Oui, parce qu'on regarde la carte, Emmanuel Goujon, avec vous justement, parce que quand même pour nos téléspectateurs, on va voir donc la Centrafrique et on voit qu'on n'est pas très loin aussi du Nord Cameroun, là où opère justement Boko Haram, si on peut voir la carte. Allez-y, Emmanuel Goujon. Et donc on n'est pas très loin des zones effectivement où pourrait s'enfuir Boko Haram. On ne sait pas s'il y a des éléments tchadiens opposés à Idriss Déby ou favorables à Idriss Déby qui sont aussi rentrés dans le pays, parce que la dimension tchadienne de ce conflit en Centrafrique est à mon avis très importante aussi. Et c'est sans doute pas innocent d'ailleurs que le Tchad ait été aussi important dans notre opération au Mali et qu'en même moment, à peu près, on ait laissé tomber Bozizé peu de temps après, alors qu'on se connaît ce conflit entre Idriss Déby et Bozizé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la diplomatie aussi à l'échelle régionale qu'il faut prendre en compte. Est-ce que ça peut devenir un sanctuaire des terroristes, comme le dit, partout où il y a plus le ministre français de la Défense? Tout peut se passer. Vous parlez d'une somalisation de la Centrafrique? On peut dire n'importe quoi aussi. On parle de génocide déjà alors qu'il n'y a pas encore de génocide. Somalisation, c'est encore autre chose. Ça fait référence à d'autres affects géopolitiques, on va dire. Dès l'instant où vous avez des mercenaires, des bandits, qui, par accord avec le pouvoir actuel, n'est pas payé, donc se paye sur la population, se paye sur la richesse du pays, eh bien, deuxièmement, un des problèmes, c'est que quand je parlais des éléments originels de l'UFDR qui sont des Centrafricains, on est à 20 000 combattants éparpillés sur tout le territoire. Sur les 20 000, prenez 8 000 peut-être qui sont des mercenaires aguerris au combat parce qu'ils ont fait la guerre du Darfour. Il y en a qui sont arrivés après l'opération Serval, qui les ont retrouvés. Ceux qui ont combattu toujours contre Déby, qui sont là, qui ont été employés. Donc, maintenant, tu as tous les jeunes, parce qu'il faut reconnaître que le problème de la RCA, c'est aussi la pauvreté et la misère. Beaucoup de jeunes sans emploi ont rejoint dans la progression de la Séléka le nombre de la Séléka. Et parce que c'est devenu quelque chose, une culture dans ce pays-là, où le seul moyen de vivre, c'est de pouvoir prendre des armes et de pouvoir racketter son voisin. Et d'autres jeunes à Bangui qui ont intégré la Séléka. Là, on en arrive à 20. Comment faire le tri? Je suis d'accord, moi je ne suis pas militaire. Comment désarmer? Et est-ce qu'il s'agit seulement du désarmement en Centrafrique aujourd'hui? Il ne s'agit pas du désarmement. Il s'agit d'accompagner même la sécurisation, même le désarmement d'un processus important de développement. Ligier l'a dit, la misère, la situation dans laquelle vit la population aujourd'hui ne suffit pas seulement de dire nous venons désarmer. C'est pour ça que processus de développement, mais aussi processus politique. C'est ça processus politique, il faut qu'il y ait... Mais qui y a-t-il aujourd'hui? Quels sont les acteurs politiques? Qui peut aujourd'hui demain se présenter? Qui demain peut avoir une légitimité? Principe de réalité. Là encore une fois, l'un des facteurs de l'engagement français, il est effectivement de nature géopolitique. C'est-à-dire la nature sécuritaire ayant horreur du vide, une sorte d'espace d'angle mort étatique comme la Centrafrique est une tumeur potentielle
qui va effectivement attirer tout ce que vous pouvez imaginer de trafiquants, terroristes, djihadistes, etc. J'ajoute d'ailleurs à la liste qu'établissait Emmanuel un autre élément capital qui est celui de l'armée de résistance du Seigneur, du sinistre Joseph Kony, qui est aujourd'hui probablement dans la zone dite des 3 frontières, autour d'Obo, c'est-à-dire frontière Soudan, République démocratique du Congo, Centrafrique, et qui a quand même, ne l'oublions pas, causé la mort en un quart de siècle de 100 000 personnes et procédé au recrutement forcé et parfois à la réduction à l'esclavage sexuel de 60 à 100 000 mineurs. Bien. Donc c'est un des facteurs qui montre à quel point il y a un pouvoir d'attraction fantastique du néant étatique sur tout ce qui existe comme mouvement de rébellion, etc. La politique. Moi, je suis toujours fasciné par ce que j'appelle l'obsession calendaire des Occidentaux. Oui, dans 18 mois, alors, au il Mali, faut organiser... on s'en est pas trop mal sorti, effectivement, en tenant au forceps un calendrier électoral avec quand même des taux de participation dans l'ordre du pays qui étaient parfois inférieurs à 8%. Mais en République centrafricaine, votre question est évidemment pertinente. On n'en est pas à construire ce que sera l'élection d'un futur Parlement, etc., etc. Une chose à la fois. Pourquoi être calé sur cette... Pourquoi? La réponse, elle est très simple. On ne peut se désengager que lorsqu'on est en situation de dire, voilà, nous avons accompli notre mission. 1, restauration de la sécurité. 2, restauration de structures. Donc ça veut dire qu'on n'est pas prêt de se désengager en Centrafrique. Moi, j'en suis absolument convaincu. Comment aller aux élections telles que j'ai entendu Fabius dire en 2015, quand il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'institutions, les administrations, les communes ont été détruites sur l'ensemble du territoire. Il va falloir reconstruire tout cela. Il va falloir donner la possibilité aux Centrafricains d'avoir une force de défense qui soit capable de protéger son pays. Parce qu'en fait, c'est le seul pays, voilà bientôt 20 ans, qu'on a eu que des missions de sécurisation. D'abord, la MISAB, la MINURCA, la FOMAC, la MICOPAX. C'est là où il y a une concentration de plusieurs forces armées. C'est-à-dire, non seulement les armées de l'Afrique centrale, mais les États-Unis avec les forces spéciales, justement pour Kony, l'armée française qui y est depuis plus de 20 ans, même si c'est 400 ou c'est 500. Et ça voudrait dire tout simplement que ce pays ne peut pas se protéger par elle-même. Mais tout simplement parce que tout a été dicté, encore une fois, à chaque fois, par la communauté internationale. À chaque fois, par des résolutions, sans que le discours des Centrafricains ne soit pris en compte. On a plus fait confiance, et moi j'insiste là-dessus, à des politiques qu'on impose et dont on sait qu'ils ont failli. Oui, mais alors là, Vincent Bamba-Tchaka, on a toujours tendance à pointer justement le néocolonialisme, voilà, justement la communauté internationale, mais n'empêche que à chaque fois qu'un pays a des problèmes, c'est le cas aujourd'hui de la Centrafrique, ça a été le cas de la Côte d'Ivoire, ça a été le cas également du Mali, on est bien content quand même quand la France vient en aide quand même à ces pays, non? Moi, je dis, je crois que Ligier a rappelé plusieurs choses sur l'histoire. Hein? Et je ne débattrai pas de la question oui ou non, est-ce que la France intervient aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agit d'une question, ce que j'appelle, et que peut-être c'est un mot galvaudé, que je dis d'ingérence humanitaire. Hein? Parce que la population et le pays est dans le chaos. Mais par contre, pour y arriver, il faudrait que ceux qui se décident à l'ONU, tu es allé dans les villages, qu'on écoute un peu cette population centrafricaine, qu'on trouve le moyen de l'entendre. Ce qui n'exonère pas la classe politique centrafricaine de son écrasante responsabilité dans le développement de l'État. Emmanuel Goujon. Non, mais moi je suis d'accord avec Vincent, c'est-à-dire c'est aux politiques africains de faire ce travail-là, aux politiques centrafricains en l'occurrence, d'écouter leur population centrafricaine pour voir ce dont elles ont réellement besoin, etc. On a eu plein de présidents en Centrafrique qui ont été plus intéressés par leur enrichissement personnel. Quand ces politiques-là ont failli, il y a une autre... Le pays ne s'assoit pas seulement que sur des politiques. Je suis désolé. Oui, non, mais c'est eux qui décident. Mais c'est quand même eux qui décident, oui, de la conduite d'un pays. Par les urnes. Comme Kadhafi fait venir les Libyens, par exemple, pour le protéger, personne ne parle de néocolonialisme. Pourtant, ils étaient bien là à l'époque.
Hein, faut pas l'oublier. Et c'est là que Bozizé est parti, etc. Et tout le micmac ensuite qui a suivi. Je crois qu'il faut être précis sur les choses. Si la France intervient, de toutes les façons, elle va prendre des coups, on va l'accuser de néocolonialisme, il va y avoir des divisions au sein même du gouvernement d'ailleurs. Il y aura différentes tendances, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, parce qu'il y a une vieille tendance comme ça où il faut chasser la France-Afrique, tout ça. Moi, ce que je voudrais rappeler simplement, c'est qu'on a une histoire commune avec ces pays-là, ce sont d'anciennes colonies. Au moment où on commémore, par exemple, la Première Guerre mondiale, il y a le rôle de ces troupes africaines qui ont combattu en France pour la libération de la France, etc. Cette histoire commune, cet héritage commun que nous avons en partage avec ces pays africains, c'est une façon, en quelque sorte, de leur rendre le sacrifice de leurs enfants à l'époque que de venir intervenir, surtout dans des situations humanitaires aussi désastreuses que celles qu'on voit aujourd'hui. Vincent Hugeot et puis ensuite Amiral Alain Coldefy. Vincent Hugeot, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la France a quand même une position très interventionniste? On pense à la Libye, on pense à la Côte d'Ivoire, on pense au Mali, on pense aujourd'hui à la Centrafrique. Que s'est-il passé? La France est engluée dans un formidable paradoxe historique. Elle n'a jamais autant voulu se délester de son uniforme de gendarme de l'Afrique, on ne lui a jamais autant demandé de le revêtir. Et voilà le problème, c'est que la volonté politique, moi je ne fais pas de procès d'intention à ceux qui nous expliquent aujourd'hui qu'ils veulent rompre avec ce cycle infernal. Oui, parce on nous pointe du doigt la France-Afrique, mais quand il y a des problèmes, on fait quand même appel à la France. Ces procès-là ont quelque chose de pathétique. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une question de vie ou de mort de plusieurs centaines de milliers d'êtres humains. Ouais. Bon, donc arrêtons cette rhétorique à 2 balles, ou à 3 francs CFA si vous voulez, qui en permanence sert de martingale à ceux qui veulent, encore une fois, s'exonérer de leurs responsabilités. Tout ça n'a pas de sens. Le vrai piège dans lequel se trouve la France aujourd'hui, c'est que je ne doute pas de la sincérité de ceux qui nous gouvernent d'en finir avec les errements du passé, au passage suspicion légitime de la part de beaucoup de nos partenaires européens ou de nos amis africains, mais qu'en même temps, l'alternative, elle est terrible. Si on dit, donc dans ce cas-là, on n'y va pas, eh bien, on court le risque d'être considéré comme demain co-responsable des massacres à venir. Amiral Alain Coldefy, justement la France très interventionniste, est-ce que la France a encore les moyens de faire la guerre? Parce qu'on est un peu sur tous les terrains, c'est un coût quand même à chaque fois. Alors, non seulement c'est un coût, mais encore faut-il avoir les capacités. Alors effectivement, le budget se rétrécit. Et je voulais juste rebondir, avant de répondre à votre question, à ce que vient de dire mon voisin. À la fin de la guerre froide, on a essayé, en particulier en Afrique, de renforcer les capacités africaines de maintien de la paix en donnant une éducation, une formation en liaison avec nos collègues anglophones, et ça n'a pas très bien marché en réalité. Parce que nous essayions à l'époque de monter des armées, des forces de sécurité qui soient capables de défendre le pays, etc., d'assurer la stabilité. Ça n'a pas très bien marché. Alors maintenant, est-ce que dans le même temps, pour faire des économies, on a réduit nos forces prépositionnées? Or, nos forces prépositionnées qui viennent de montrer l'efficacité, c'est le pompier qui est tout près, qui a 200 personnes. En mars, on a rajouté 200 soldats pour arriver à 400, qui étaient à Libreville. Ça a suffi pour tenir la situation. Voilà. Donc, en réduisant, pour des raisons budgétaires, les forces prépositionnées, on va y revenir. On a fait une impasse stratégique, mais qui était due à des raisons financières. Je viens à votre question. Je pense qu'on peut encore faire l'opération en RCA, qui va durer, bien sûr, beaucoup plus longtemps que prévu, mais vous savez, on est au Kosovo depuis plus de 15 ans. C'est à la mesure des armées françaises, mais le pas d'après sera vraisemblablement très dur, et le jour où nous serons en rupture par rapport à ces capacités, qui, ne l'oublions pas, davantage significatif au Mali ou en Libye, c'est de la cohésion pendant 30 ans de soldats qui travaillent ensemble. Si on n'a plus ces moyens-là, il y a une rupture. Et cette rupture, elle peut arriver rapidement, parce que vous connaissez la situation financière de la France, on ne peut pas faire un budget plus important, mais avec ce budget, je pense que, oui, RCA, pas de problème. Mais ce sera pour la fois d'après? Oui, parce que la fois d'après, ça ne sera pas la RCA. Voilà. Parce que la politique de sécurité, de défense, n'est pas une politique que l'on choisit. On choisit une politique sociale, voilà. Politique des retraites, elle s'impose. Voilà. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Merci aussi à Jean-Jacques Demafou qui était avec nous en direct de Bangui. On aurait aimé le garder un peu plus longtemps, mais la liaison avec la capitale centrafricaine est extrêmement compliquée. Vous avez d'ailleurs pu l'entendre. Je vais tout de suite rejoindre Karim Yayaoui. Vous restez avec nous et on va parler encore avec vous, Karim, de la Centrafrique. Pourquoi François Hollande envoie des troupes en Centrafrique? Alors, Pierre Aski, sur le site de Rue 89, tente d'y répondre un petit peu. Alors, il dresse d'abord le portrait d'un Français
François Hollande particulièrement entreprenant à l'international, très déterminé, alors que du côté de la politique intérieure, on le critique sur ce manque de détermination et d'envie. En tout cas, Pieraski balaye d'un revers de la main les éventuelles critiques en ce qui concerne une volonté de François Hollande de redorer son blason ou d'essayer de remettre vers le haut des sondages ou une image qui serait un petit peu en déclin, parce qu'il souligne que, par exemple, les opérations au Mali ont eu un effet très court et pas forcément très positif sur l'image de François Hollande. Donc, il n'est pas question de cela ici. Et puis, il évoque aussi un autre élément, le fait que cette République de Centrafrique a longtemps été considérée, en tout cas, c'est un point de vue que Pieraski développe, comme un petit peu le porte-avions de la France, et que la France est intervenue au coup par coup pour défendre un certain nombre de bases du côté de la Centrafrique. Et cette fameuse France-Afrique qu'on critique très régulièrement, eh bien, c'est l'occasion ou jamais de balayer toutes ces critiques en intervenant pour une cause juste. En tout cas, c'est le point de vue de Pieraski du côté de rue 89, sur lequel on trouve ce dessin d'un François Hollande déjà prêt à en découdre en tenue de chef de guerre. Alors, le site Slate s'intéresse à ce revirement de la France en Centrafrique. En réalité, ce n'est pas un article de Slate Afrique, mais un article du Pays, un journal burkinabé qui est repris ici. On évoque les hésitations, les tergiversations et le fait que la France ne soit pas intervenue lorsque Bouazizi a appelé au secours. Pourquoi finalement la France intervient? Pour le pays, il y a une raison derrière tout cela, c'est éventuellement le spectre du Rwanda qui est dans toutes les têtes, et évidemment la France n'a pas forcément envie de voir à nouveau un génocide se perpétrer dans une ancienne colonie. Alors ça, c'est un des éléments qui est évoqué dans cet article. Je vais vous montrer aussi le journal de Bangui qui a encore à se poser cette question: le pouvoir serait-il impuissant face à la situation, alors qu'on en est encore là. Mais cet article est intéressant parce qu'il souligne que ce n'est pas suffisant de voir des troupes étrangères venir intervenir dans le pays, parce qu'il y a des racines profondes à la déstabilisation actuelle du pays, l'absence d'État, je crois qu'un de vos invités l'a évoqué tout à l'heure, et puis aussi les dissensions religieuses qui ont explosé ces derniers temps. Donc une présence militaire étrangère ne serait clairement pas suffisante. Et puis je vais vous montrer cet article repris sur le site de Courrier International. Terrible, ici on vit et on meurt comme des animaux. Alors, on a donné la parole à quelqu'un qui travaille pour une ONG et qui décrit une situation particulièrement catastrophique. Il y a quelques semaines, sur notre site internet, on pouvait voir ce reportage de Boris Égé et Étienne Huvert qui évoquait une descente aux enfers, même si on peut le voir sur le site de RFI, du côté du ministère des Affaires étrangères, on en a encore à tempérer, à essayer de calmer, en expliquant qu'on n'a pas le droit d'utiliser le terme de situation pré-génocidaire parce qu'on risque d'affoler les populations. Il suffit de jeter un petit coup d'œil sur le site de MSF, sur leur compte Instagram, pour se rendre compte que la situation est catastrophique, ou encore avoir cette une de Centrafrique Matin qui parle d'une alerte rouge chronique d'une semaine de peur et de sang. Et là, on ne parle que de la semaine qui vient de s'écouler. Merci beaucoup Karim, on vous retrouvera un peu plus tard. Vous nous parlerez d'ailleurs notamment de la Syrie également. Merci beaucoup, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à Jean-Jacques Demafou qui était avec nous en direct de Bangui. Très belle soirée, à demain 19h10, tout de suite le journal.